Le 9 mai 1945, un jour après la reddition officielle allemande, une station secrète britannique située sur la péninsule antarctique détecta une transmission en code allemand en provenance de l'Atlantique Sud. Au cours des mois précédents, elle avait enregistré des signaux provenant de l'intérieur du continent antarctique où, selon toutes les cartes officielles, il n'y avait personne. La guerre était terminée. Les transmissions, non. Qu'est-ce qui continuait d'émettre depuis l'Antarctique en code allemand alors que la guerre était déjà finie? En 1940, Winston Churchill arrive à Downing Street avec une guerre presque perdue et un avantage que Hitler n'avait jamais imaginé. Les communications allemandes pouvaient être lues en secret. La source s'appelait Ultra. Son existence fut protégée par une discipline extrême pendant des décennies. Ces informations arrivaient sous forme de routes de sous-marins, d'évaluations de la Luftwaffe, de mouvements de l'Afrika Korps et de signaux chiffrés capables de modifier une décision militaire. Mais chaque utilisation d'Ultra avait un coût. Si les Allemands soupçonnaient que Enigma avait été compromise, ils modifieraient leur système et l'avantage disparaîtrait. Churchill dut gouverner au cœur de ce dilemme. Il savait que Coventry allait être bombardé et n'intervint pas. Il donna des instructions verbales pour abandonner 100 000 soldats français à Dunkerque. Au sein même de son cabinet, Lord Halifax faisait pression pour négocier avec Hitler par l'intermédiaire de Mussolini. Les réunions des 27 et 28 mai 1940 comptent parmi les plus tendues de toute la guerre et pendant des décennies, elles restèrent classifiées. Il signa le destin de la Pologne sur une serviette à Moscou. Voici l'histoire que les archives officielles ont maintenue classifiée pendant des décennies. Ce que Churchill a découvert, ce qu'il a caché et les décisions qu'il a prises en secret, racontées pour la première fois à partir des documents déclassifiés que le gouvernement britannique a mis 50 ans à rendre publics. L'ascension de Churchill au moment le plus sombre de la guerre. Le 10 mai 1940, tandis que les premiers chars allemands franchissèrent les Ardennes et que les défenses alliées commençaient à se désintégrer au nord-ouest, le roi George VI convoqua Winston Spencer Churchill au palais de Buckingham. Ce ne fut pas un couronnement, ce fut une passation de pouvoir d'urgence. L'homme qui reçut le poste de Premier ministre ce soir-là était, pour une grande partie de la classe politique britannique, la dernière option disponible. Neville Chamberlain avait démissionné ce matin-là même, incapable de maintenir la confiance du Parlement après le désastre norvégien. Lord Halifax, le candidat privilégié de l'establishment conservateur, avait décliné. Il l'avait fait en invoquant une excuse de protocole, arguant qu'un père du royaume ne pouvait pas gouverner depuis la Chambre des communes, mais la véritable raison était différente. Halifax savait que la guerre qui s'annonçait ne laissait aucune place à l'erreur, et il ne voulait pas être le nom associé à la défaite. Churchill avait 65 ans. Il avait passé des décennies en marge du pouvoir, considéré comme brillant mais incontrôlable. Un homme dont le nom était associé à une série de catastrophes. Gallipoli, en 1915, la campagne navale de la mer de Marmara qu'il avait lui-même conçue comme premier lord de l'amirauté et qui s'était terminée par un désastre de proportions épiques, lui avait coûté son poste et l'avait poursuivi comme une ombre pendant 25 ans. Son retour à l'amirauté en septembre 1939, lorsque la guerre avait commencé, avait été accueilli avec enthousiasme par l'opinion publique, mais avec de profondes réserves au sein du cabinet. Les premiers mois l'avaient de nouveau lié à la catastrophe en Norvège, une opération mal exécutée qu'il avait pourtant soutenue avec énergie, et malgré cela, c'est lui qui hérita de la guerre. Ce qui distinguait Churchill des hommes qui l'avaient précédé à Downing Street n'était pas son parcours, qui était entaché, c'était son diagnostic. Depuis le milieu des années 1930, lorsque Hitler remilitarisa la Rhénanie et que la majorité de la classe politique européenne choisit de détourner le regard, Churchill avait averti avec une clarté dérangeante. Ses discours à la Chambre des communes durant ces années sont des documents extraordinaires, non pas parce qu'ils furent bien reçus, mais précisément parce qu'ils ne le furent pas. En 1936, lorsque le gouvernement Baldwin refusa d'accélérer le réarmement de la Royal Air Force, Churchill calcula publiquement l'avantage que la Luftwaffe était en train d'acquérir sur la Grande-Bretagne, et il le fit avec des chiffres précis. Ses collègues le rejetèrent comme alarmiste. Les archives nationales de Kew conservent les rapports de renseignement de cette époque, et les chiffres de Churchill se révélèrent plus précis que ceux du gouvernement.
En 1938, lorsque Chamberlain revint de Munich avec l'accord cédant les Sudètes à l'Allemagne et annonça qu'il apportait la paix pour notre époque, Churchill répondit au Parlement par une phrase que l'histoire retiendrait. La Grande-Bretagne a dû choisir entre le déshonneur et la guerre. Elle a choisi le déshonneur. Elle aura la guerre malgré tout. La Chambre le reçut sous les huées. 18 mois plus tard, ces paroles étaient la chronique exacte de ce qui s'était produit. Le 10 mai au soir, Churchill revint à Downing Street avec la charge la plus lourde qu'un homme politique britannique ait portée depuis Wellington. Ce qui l'attendait dans les bureaux était une accumulation de mauvaises nouvelles qu'aucun communiqué officiel n'avait transmis au public dans son intégralité. L'offensive allemande dans les Ardennes, que les Alliés avaient jugée impossible en raison du terrain, avait coupé le front allié en deux avec une vitesse qui dépassait tous les calculs précédents. Les divisions blindées du général Erich von Manstein avancèrent vers la Manche, à un rythme qui menaçait de couper le corps expéditionnaire britannique de l'armée française avant qu'il ne puisse se réorganiser. 300 000 hommes étaient refoulés vers la côte. La première réunion du cabinet, le 11 mai, fut opérationnelle et non cérémonielle. Il n'y eut aucun discours de prise de fonction. Churchill présenta une analyse de la situation en France, demanda un inventaire des réserves de la Royal Air Force disponibles pour des opérations sur le continent et formula la question que ses conseillers militaires évitaient depuis des semaines. Combien de temps le front français pouvait-il tenir avant de s'effondrer? La réponse qu'il reçut fut que personne ne le savait avec certitude, et cette incertitude était en elle-même une réponse. Ce que Churchill comprit dans ses premières heures, et qui le distingue comme stratège des hommes qui l'avaient précédé, c'est que la guerre de France était déjà perdue. Non pas au sens où la défaite serait inévitable en raison de causes militaires irréversibles, mais au sens où l'instrument politique et militaire allié sur le continent n'avait pas la cohérence nécessaire pour réagir à la vitesse exigée par la Wehrmacht. Les Français disposèrent de divisions, d'artillerie, de chars en nombre comparables à ceux des Allemands. Ce qui leur manquait, c'était un système de commandement capable de redistribuer ses forces à la vitesse requise par la rupture du front. Churchill le vit et agit en conséquence. L'objectif n'était plus de sauver la France, c'était de sauver l'armée britannique. Le 12 mai, il se rendit à Paris pour la première réunion du Conseil suprême de guerre avec Paul Reynaud, Premier ministre français, et le général Gamelin, commandant suprême des forces alliées. Ce qu'il découvrit dans la salle du quai d'Orsay le frappa pour des raisons différentes des raisons militaires. Les fonctionnaires français brûlaient des documents dans les jardins du ministère. La vision de ces feux au crépuscule, tandis qu'à l'intérieur on discutait encore de la défense de Paris, fut pour Churchill l'image la plus honnête de l'état réel de l'Alliance. Lorsqu'il demanda à Gamelin où se trouvaient les réserves stratégiques françaises pour colmater la brèche ouverte par les Panzers, celui-ci répondit par un seul mot, en français, « aucune », ce qui signifie « aucune ». Churchill retourna à Londres ce soir-là avec la certitude que l'effondrement français n'était plus qu'une question de semaines, et non de mois. La décision qu'il prit dans les jours suivants, celle de résister sans la France si cela devenait nécessaire, ne fut pas héroïque au sens où la propagande la présenterait plus tard. Elle fut froide, elle fut calculée, et elle fut profondément solitaire, car au sein même de son cabinet, certains hommes ne partageaient pas cette logique. Des hommes disposant d'assez de pouvoir pour le renverser, avant même que la guerre n'ait eu la possibilité de trancher. Ce que ces hommes préparaient et ce que Churchill fit pour les en empêcher est resté classifié dans les archives officielles britanniques pendant des décennies. La crise ne venait pas de Berlin. Elle venait de la même salle où Churchill tenait ses réunions de cabinet. Et le moment où cette crise atteignit son point culminant coïncida exactement avec celui où 300 000 soldats britanniques étaient piégés sur une plage de sable au nord de la France, sans aucune possibilité apparente d'évasion. Il y avait autre chose dans ce bureau de Downing Street que les biographes conventionnels mentionnent rarement. Churchill buvait. Il buvait de manière systématique, du petit déjeuner jusqu'au cœur de la nuit. Son médecin personnel, Lord Moran, consigna dans des journaux privés publiés après sa mort les épisodes de profonde dépression que Churchill appelait le « chien noir », des périodes durant lesquelles l'énergie qu'il projetait en public disparaissait, laissant un homme paralysé par le doute.
Ce que personne à Londres ne savait alors, ni ses collaborateurs les plus proches, ni ses adversaires les plus déterminés, c'est que la crise sur le point d'éclater ne serait pas entre Churchill et Hitler. Elle serait entre Churchill et l'homme qui avait refusé le poste de Premier ministre parce qu'il ne voulait pas être le nom associé à la défaite et qui avait désormais décidé que la défaite était inévitable et que le plus raisonnable était de la négocier. La négociation secrète entre Churchill et Hitler qui faillit détruire la Grande-Bretagne. Le 26 mai 1940 au soir, l'amirauté émit l'ordre activant l'opération Dynamo. Le vice-amiral Bertram Ramsay, depuis son poste de commandement dans les tunnels creusés sous le château de Douvres, avait la responsabilité d'organiser l'évacuation du corps expéditionnaire britannique depuis les plages de Dunkerque. Les estimations initiales de la marine étaient sombres. Si les conditions étaient favorables, et si les Allemands n'intervenaient pas massivement, ils pourraient peut-être sauver 45 000 hommes avant que la position ne devienne intenable. Le reste, 250 000 soldats, resteraient piégés. Ce que Ramsay ignorait à ce moment-là, c'est que les chars allemands s'étaient arrêtés. L'ordre qui interrompit l'avance blindée de la Wehrmacht vers Dunkerque le 24 mai 1940 est l'un des épisodes les plus débattus de toute la guerre. Le général Gerd von Rundstedt recommanda de stopper les divisions blindées afin de consolider les flancs et de permettre à l'infanterie d'atteindre le front. Hitler entérina l'ordre. Les raisons exactes restent encore aujourd'hui sujettes à controverse parmi les historiens, mais l'effet fut que les blindés allemands restèrent immobilisés pendant 48 heures critiques, tandis que les divisions du général Ewald von Kleist attendaient de nouvelles instructions. Ces 48 heures feront la différence entre une évacuation possible et une catastrophe totale. Churchill ne savait pas avec certitude pourquoi les chars s'étaient arrêtés. Ce qu'il savait, en revanche, c'était qu'une fenêtre s'était ouverte et qu'elle pouvait se refermer à tout moment. L'ordre qu'il donna à l'amirauté fut catégorique. Aucune limite ne serait imposée au nombre de navires utilisés, aucune restriction sur le type d'embarcation et aucune limite de temps tant qu'il resterait des hommes sur la plage. Le ministère de la Guerre économique l'avertit que la perte des navires marchands pourrait affecter l'approvisionnement du pays. Churchill répondit qu'un pays sans armée n'avait pas besoin d'être approvisionné. Pendant que Ramsay organisait le dispositif d'évacuation depuis Douvres, Lord Halifax, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et membre du cabinet de guerre, faisait pression depuis plusieurs jours pour que la Grande-Bretagne explore, par l'intermédiaire de la médiation italienne de Mussolini, les conditions auxquelles l'Allemagne serait disposée à négocier une paix. Non pas une reddition, une négociation. La distinction était importante pour Halifax, et Churchill l'a compris parfaitement. Il comprit aussi qu'il s'agissait d'un piège. Les réunions du cabinet de guerre des 26, 27 et 28 mai sont, selon les documents déclassifiés des archives nationales britanniques, les plus tendues de toute la guerre. Churchill et Halifax s'y affrontèrent avec une froideur que les témoins décrivirent des décennies plus tard comme terrifiante. Halifax soutenait que Sonder des conditions ne revenait pas à capituler, que la Grande-Bretagne pouvait négocier depuis une position de force relative avant que la situation ne se détériore complètement. Churchill répondit qu'aucune négociation de bonne foi n'était possible avec Hitler, que tout accord signé avec Berlin ne serait qu'un chiffon de papier dès l'instant où il cesserait de servir les intérêts de l'Allemagne, et que le prix à payer pour ouvrir des discussions serait la perte de la volonté de combattre, qui était le seul véritable atout dont la Grande-Bretagne disposait encore. Ce que Churchill comprit avec une clarté que Halifax refusa de voir, c'était la dimension politique du moment. Si l'évacuation échouait et que l'armée restait piégée à Dunkerque, sa position deviendrait intenable. Un Premier ministre qui aurait pu négocier et qui ne l'avait pas fait, et qui, en conséquence, avait perdu 300 000 soldats, ne pourrait pas continuer à gouverner. Halifax le savait également. L'évacuation n'était pas seulement une opération militaire. C'était le terrain sur lequel se décidait qui gouvernerait la Grande-Bretagne et selon quelle politique. Le 28 mai, il convoqua les ministres du cabinet extérieur, ceux qui ne faisaient pas partie du cabinet de guerre restreint, une vingtaine de personnes au total. Il leur parla sans note, il leur décrivit la situation en France sans l'atténuer. Il leur dit que la possibilité de négociation existait et ensuite que la Grande-Bretagne tentait de négocier avec Hitler. Lorsqu'il termina, plusieurs ministres se levèrent et lui tapèrent sur l'épaule.
Selon le témoignage du ministre Hugh Dalton, certains avaient les yeux embués de larmes. Ce fut le moment où Churchill comprit qu'il avait derrière lui suffisamment d'hommes pour résister à Halifax. Halifax présenta sa démission quelques semaines plus tard. Churchill la refusa et l'envoya comme ambassadeur à Washington, où il pourrait être utile sans être dangereux. Sur les 861 embarcations ayant participé à l'opération, l'épine dorsale du sauvetage fut navale. Les destroyers de la Royal Navy effectuèrent des rotations répétées sous le feu de l'artillerie et les attaques aériennes, chargeant jusqu'à leur capacité maximale. Mais les navires civils, les barges, les chalutiers, les yachts de plaisance remplirent une fonction que les destroyers ne pouvaient pas assurer. Atteindre la rive là où le tirant d'eau était trop faible pour les coques militaires et transporter les soldats jusqu'aux plus grands navires qui attendaient au large. La logistique était artisanale, improvisée, chaotique. Elle fonctionna. Le 1er juin, lorsque l'opération atteignit son rythme maximal, plus de 68 000 hommes furent évacués en une seule journée. Les chiffres que Ramsay avait établis comme plafond optimiste furent dépassés. Le 4 juin, lorsque l'opération prit fin, 338 229 soldats avaient été embarqués. Ce que la narration officielle n'a pas raconté, c'est ce que les archives déclassifiées dans les années 1990 ont révélé. Churchill avait donné des instructions verbales afin que les soldats britanniques soient prioritaires sur les soldats français lors de l'embarquement. La décision reposait sur une logique opérationnelle froide. Si la Grande-Bretagne devait poursuivre la guerre sans la France, elle avait besoin du plus grand nombre possible de ses propres soldats de retour au pays. Mais cela contredisait les instructions officielles rendues publiques, qui promettaient l'égalité de traitement entre alliés. Les Français l'apprirent plus tard. L'historien Jean-Louis a documenté les témoignages d'officiers français décrivant la scène sur les quais dans les derniers jours. Des soldats britanniques embarquant en priorité, tandis que les Français attendaient en formation sans jamais être embarqués. 100 000 soldats français restèrent sur place et furent faits prisonniers. Pour Churchill, ce fut un prix assumé. Le 4 juin, Churchill prononça devant le Parlement le discours qui allait définir le ton de la résistance britannique durant les années suivantes. Il le prononça avec une cadence que ses contemporains décrivirent comme différente de tout discours précédent, plus lente, plus contenue, comme si chaque phrase était déposée dans l'air avec une extrême délibération. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Churchill parla devant un Parlement qui avait reçu ce matin-là des rapports confidentiels sur l'état réel de l'armée évacuée. Sans artillerie lourde, sans véhicules blindés, avec une fraction des munitions nécessaires. Les soldats de Dunkerque étaient arrivés à Douvres avec ce qu'ils portèrent sur eux. Rééquiper cette armée prendrait des mois. Pendant ce temps, si Hitler décidait de traverser la Manche, la Grande-Bretagne n'aurait pas la capacité de résister à une invasion terrestre. Le discours fut prononcé devant un Parlement conscient de cette réalité, et Churchill le savait. Le pari que Churchill fit cette semaine-là était qu'Hitler ne traverserait pas la Manche, non pas parce qu'il en était militairement incapable, mais parce que l'opération nécessitait une maîtrise de l'air, et que la Luftwaffe ne l'avait pas encore établie au-dessus du canal. Ce calcul a défini la phase suivante de la guerre. Si Hitler voulait envahir la Grande-Bretagne, il devait d'abord détruire la Royal Air Force. Et pour détruire la Royal Air Force, il devait l'affronter au-dessus du territoire britannique où les pilotes abattus pouvaient être récupérés et où les avions anglais opéraient à la limite de leur autonomie, tandis que les avions allemands évoluaient eux aussi à la limite de la leur. Churchill donna un nom à cette bataille avant même qu'elle ne commence. Le 18 juin, il prononça devant le Parlement le discours qui se conclut par un avertissement et une promesse simultanée. La bataille de France est terminée. La bataille d'Angleterre est sur le point de commencer. Si l'Empire britannique et son Commonwealth doivent durer 1000 ans, les hommes diront « ce fut leur heure la plus glorieuse ». La bataille d'Angleterre commença officiellement le 10 juillet. Churchill n'apporta pas de direction tactique, celle-ci étant entre les mains du maréchal de l'air Hugh Dowding et de ses contrôleurs dans les salles d'opération du Fighter Command. Ce qu'il apporta fut plus difficile à quantifier. Le refus absolu de redistribuer des escadrilles de chasse vers d'autres théâtres tant que le combat au-dessus de la Grande-Bretagne n'était pas résolu.
Ses généraux lui demandèrent à plusieurs reprises de libérer des avions pour l'Afrique du Nord ou l'Égypte. Il refusa dans tous les cas. L'automne de 1940 apporta la confirmation que la stratégie fonctionnait. La Luftwaffe n'avait pas réussi à obtenir la supériorité aérienne nécessaire pour rendre l'invasion viable. Hitler reporta l'opération Seelöwe le 17 septembre. Ce report fut indéfini. La Grande-Bretagne avait survécu. Mais survivre ne signifiait pas gagner. Et Churchill le savait avec une certitude qu'il ne pouvait exprimer publiquement sans détruire le moral du pays. Une armée rescapée sans équipement, une île sans alliés sur le continent et une industrie de guerre qui produisait à pleine capacité, mais qui n'avait pas l'échelle nécessaire pour soutenir une offensive. Pour gagner la guerre, Churchill avait besoin de quelque chose qu'il n'avait pas. Et pour l'obtenir, il allait devoir faire quelque chose qu'aucun dirigeant politique britannique n'avait fait auparavant: convaincre un président américain qui avait solennellement promis à son peuple de n'entrer dans aucune guerre européenne. Ce que Churchill utilisa pour y parvenir ne fut pas la diplomatie conventionnelle. Ce fut une campagne de pression calculée, construite lettre après lettre, pendant plus d'une année. Mais il existe une part de cette campagne que les archives révèlent et qu'aucune biographie officielle n'a raconté: les concessions que Churchill proposa à Roosevelt en privé, et qui contredisaient directement ce qu'il déclarait publiquement sur l'avenir de l'Empire britannique. Ce qu'il négocia en secret pour obtenir le soutien américain fut le prix le plus élevé qu'aucun Premier ministre britannique n'ait jamais payé pour une alliance. Et il le paya sans que son propre cabinet le sache. Les lettres secrètes de Churchill à Roosevelt et Staline. À l'automne de 1940, Winston Churchill commença à écrire des lettres. Pas le type de correspondance officielle que les ministères gèrent par des canaux diplomatiques formels, mais des lettres personnelles, longues, rédigées avec la même attention qu'il portait à ses discours parlementaires, adressés à Franklin Delano Roosevelt. La collection de cette correspondance, partiellement publiée dans les années 50 et accessible dans son intégralité dans les archives présidentielles de Hyde Park, est l'un des documents les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale, non pas par son contenu diplomatique, mais parce qu'elle révèle comment un homme tenta, avec des mots soigneusement choisis, de modifier la position d'une nation souveraine. Roosevelt n'était pas un allié lorsque Churchill arriva au pouvoir. Il était le président d'un pays qui avait adopté 3 lois de neutralité entre 1935 et 1937, précisément pour éviter que les États-Unis soient entraînés dans un conflit européen comme cela s'était produit auparavant. L'opinion publique américaine, mesurée par des sondages que la Maison-Blanche suivait avec précision, était systématiquement opposée à l'intervention. En mai 1940, lorsque l'Allemagne lança son offensive à l'ouest, 82% des Américains interrogés s'opposaient à l'entrée des États-Unis dans la guerre. Roosevelt le savait. Le génie de Churchill dans la gestion de la relation avec Roosevelt fut de comprendre que le président américain ne pouvait pas se déplacer plus vite que son opinion publique, mais qu'il pouvait être convaincu d'aller jusqu'à la limite que cette opinion lui permettait. La stratégie de Churchill ne fut pas de demander ce dont il avait besoin. Ce fut de faire comprendre à Roosevelt que l'effondrement de la Grande-Bretagne nuisait aux intérêts américains de manière concrète et mesurable. La première lettre de Churchill à Roosevelt en tant que Premier ministre, datée du 15 mai 1940, 5 jours après sa prise de fonction, établit ce ton avec une franchise qui frôle la crudité délibérée. Churchill y décrit la situation en France sans l'adoucir, calcule la possibilité que la flotte britannique tombe entre les mains allemandes si la Grande-Bretagne est vaincue, puis expose les conséquences de cette hypothèse pour la sécurité de l'Atlantique et de la côte américaine elle-même. Ce n'est pas une demande d'aide humanitaire, c'est une analyse géopolitique conçue pour amener un homme pragmatique à penser à ses propres intérêts. Roosevelt répondit. Pas avec ce que Churchill demandait, à savoir 50 destroyers de la réserve navale américaine pour compenser les pertes subies à Dunkerque. Il répondit avec prudence, avec sympathie et avec une promesse implicite que quelque chose serait possible si les circonstances politiques le permettaient. Churchill interpréta correctement cette réponse comme une porte entr'ouverte et consacra les mois suivants à la pousser. Les États-Unis cédèrent 50 destroyers de la Première Guerre mondiale à la Grande-Bretagne en échange de droits de location de bases navales dans des territoires de l'Empire britannique, dans les Caraïbes et dans l'Atlantique Nord.
Les destroyers étaient anciens, beaucoup d'entre eux à peine opérationnels. Leur valeur militaire réelle était limitée. Leur valeur symbolique fut immense. Ce fut la première fois que les États-Unis réalisèrent un acte qui, en termes stricts de droit international, favorisait l'un des belligérants dans une guerre où il se déclarait neutre. Churchill ne le présenta pas publiquement comme le succès diplomatique qu'il représentait réellement. Il le décrivit comme une transaction commerciale entre pays amis. Cette retenue était calculée. Attirer l'attention sur ce que Roosevelt avait fait aurait donné des arguments aux isolationnistes américains, qui accusaient le président de précipiter le pays vers la guerre. La loi pré-Baille, adoptée en mars 1941, constitua l'étape suivante et fut qualitativement différente. Elle permettait au président américain de transférer du matériel militaire, de la nourriture et des équipements à toute nation dont la défense était jugée vitale pour les intérêts des États-Unis. Le langage était neutre, mais l'objectif réel était la Grande-Bretagne. Churchill décrivit publiquement cette loi avec une phrase que l'histoire a conservée. Il l'appela « l'acte le plus généreux qu'aucune nation ait accompli dans l'histoire moderne ». En privé, il la décrivait à ses conseillers comme l'instrument qui lui avait acheté du temps pour survivre. Avant la fin de la guerre, les États-Unis avaient transféré pour 50 milliards de dollars de l'époque de matériel, dont la Grande-Bretagne reçut plus de 30%. Ces fournitures comprenaient des avions, des chars, des camions, de la nourriture et des matières premières qui maintenaient l'économie de guerre britannique en fonctionnement à un moment où le blocus sous-marin allemand menaçait de l'étouffer. Mais obtenir du matériel n'était qu'une partie du problème. Le problème plus profond était que Churchill savait, avec une certitude qu'il ne pouvait exprimer publiquement sans détruire le moral du pays, que la Grande-Bretagne seule ne pouvait pas gagner la guerre. Elle pouvait résister, elle pouvait infliger des pertes, elle pouvait survivre indéfiniment si le ravitaillement atlantique était maintenu. Mais sans une armée capable de combattre sur le continent à une échelle suffisante pour vaincre la Wehrmacht, la guerre n'avait pas de fin visible. Et le seul pays disposant de la capacité industrielle de produire cette armée était un pays qui, à l'automne 1940, se déclarait neutre. Le 22 juin 1941 changea l'arithmétique. À 3 heures du matin, plus de 3 millions de soldats allemands franchirent la frontière soviétique lors de la plus grande opération militaire de l'histoire. L'opération Barbarossa transforma l'Union soviétique, d'allié de facto de l'Allemagne, sous le pacte Molotov-Ribbentrop, en allié potentiel de la Grande-Bretagne. Churchill s'était opposé pendant 20 ans au communisme soviétique avec une constance bien connue à Westminster. Ses discours des années 20 sur la nécessité d'écraser le bolchevisme dans l'œuf étaient régulièrement cités par ceux qui doutaient de sa capacité à conclure une véritable alliance avec Staline. Ce que Churchill déclara l'après-midi du 22 juin, quelques heures seulement après le début de Barbarossa, fut la déclaration de politique étrangère la plus pragmatique de toute la guerre. Si Hitler envahissait l'enfer, je ferais au moins une référence favorable au diable à la Chambre des communes. Cette phrase, prononcée à ses conseillers à Chequers avant le discours public de ce soir-là, capture avec précision la logique qui guida l'alliance avec l'Union soviétique. Ce ne fut pas une alliance de valeurs, ce fut une alliance de survie. Churchill l'exprima explicitement dans le discours radiophonique qu'il prononça ce même jour. Le danger qui menace la Russie est notre danger. La cause de l'homme libre est la même partout sur la planète où l'on combat le nazisme. Construire une relation fonctionnelle avec Staline fut sans doute l'exercice diplomatique le plus complexe de la vie de Churchill, et cela dans une vie qui avait inclus des négociations avec presque tous les dirigeants majeurs du XXe siècle. Staline était méfiant jusqu'à la paranoïa. Il fonctionnait selon une logique de pouvoir qui n'admettait aucune concession sans contrepartie, et il portait le bilan d'avoir purgé son propre état-major en 1937, exécutant 35 000 officiers de l'armée rouge lors de la plus grande purge militaire de l'histoire moderne. Il était aussi le commandant d'une armée de 8 millions d'hommes qui absorbait l'essentiel de la puissance militaire allemande. Le premier contact direct de Churchill avec Staline eut lieu en août 1942 lorsqu'il se rendit par avion à Moscou pour lui communiquer personnellement que l'ouverture d'un second front en Europe occidentale cette année-là n'était pas possible. La réunion dura 4 heures. Lors de la première soirée, Staline écouta l'analyse de Churchill sur les difficultés logistiques d'un débarquement en France en 1942. Puis il commença à attaquer.
Il accusa Churchill de lâcheté. Il accusa les Britanniques de refuser de combattre. Il demanda si l'armée anglaise était incapable de regarder les Allemands dans les yeux. Churchill répondit. Ces réponses, conservées dans les procès-verbaux de la réunion que la partie britannique garda secrète pendant des décennies, sont remarquables par leur absence de concession. Il ne chercha pas à adoucir la tension. Il expliqua à Staline, sur le même ton que celui qu'il utilisait dans ses débats parlementaires les plus durs, pourquoi un débarquement prématuré en France serait une catastrophe pour le camp allié et non une aide. Il décrivit l'opération prévue en Afrique du Nord comme le moyen de soulager la pression sur le front oriental en réduisant la capacité allemande en Méditerranée. Staline écouta. Il ne fut pas convaincu, mais la réunion se poursuivit le lendemain. Ce qui se produisit lors de cette seconde réunion est l'une des anecdotes les plus révélatrices de la diplomatie de guerre. Staline changea complètement d'attitude. Il devint cordial, voire chaleureux. Il offrit du cognac. Il demanda des nouvelles de la famille de Churchill. Ils discutèrent de la stratégie en Afrique du Nord, avec un intérêt sincère. Les interprètes présents lors des deux sessions décrivirent ce changement comme si radical qu'ils doutèrent qu'il s'agisse du même homme. Churchill, qui avait négocié avec des rois, des présidents et des dictateurs pendant 40 ans. L'alliance avec l'Union soviétique produisit des bénéfices militaires bien réels et des coûts politiques que Churchill accumulait en silence. Le plus important de ces coûts fut le destin de l'Europe orientale. En octobre 1944, Churchill se rendit de nouveau à Moscou pour une réunion restée célèbre pour le document le plus brutal de toute la guerre diplomatique. Sur une serviette ou sur une feuille de papier selon les versions, Churchill écrivit les pourcentages d'influence qu'il proposait de répartir entre la Grande-Bretagne et l'Union soviétique dans les pays d'Europe de l'Est. Roumanie, 90% soviétique, 10% occidental. Grèce, 90% occidental, 10% soviétique. Yougoslavie et Hongrie, 50-50. Bulgarie, 75% soviétique. Staline fit un signe d'approbation avec un crayon bleu. Churchill observa le papier un instant, puis dit à Staline qu'il serait peut-être préférable de le brûler, car cela pourrait sembler cynique d'avoir décidé ainsi du destin de millions de personnes. Staline répondit de le conserver. Ce papier ne fut pas un traité. Il n'eut aucune valeur juridique, mais il établit les attentes qui définirent les débats de Yalta quelques mois plus tard et qui conditionnèrent l'architecture politique de l'Europe pendant 40 ans. Churchill se justifia devant lui-même en soutenant que la Grèce était ce qui pouvait être sauvé, et que sauver la Grèce du communisme exigeait de céder la Roumanie. L'analyse était correcte dans ses propres termes. Le prix fut payé par d'autres. Le code Enigma, le secret qui permit à Churchill de déchiffrer les messages de l'Allemagne nazie. Dans la nuit du 14 novembre 1940, la Luftwaffe lança sur la ville anglaise de Coventry le bombardement le plus concentré qu'aucune ville britannique n'ait subi jusqu'alors. 568 personnes furent tuées. La cathédrale médiévale fut détruite. Le lendemain, Churchill visita les ruines et fut photographié, chapeau à la main, parmi les débris du centre historique. Ces images circulèrent dans le monde entier comme symbole de la brutalité allemande et de la résistance britannique. Ce qu'aucune photographie ne montrait, c'est ce que Churchill savait avant que la première bombe ne tombe. Les décryptages, issus d'une source de renseignement que le gouvernement britannique n'admettrait publiquement qu'en 1974, avaient identifié à l'avance l'opération allemande, baptisée en interne Mondschein Sonate, sonate au clair de lune, suffisamment tôt pour savoir qu'une cible importante allait être frappée au centre de l'Angleterre. Churchill recevait ces informations sous forme de rapports quotidiens, envoyés directement à son bureau sans passer par aucun filtre intermédiaire. Il était l'un des moins de 10 hommes en Grande-Bretagne à avoir accès à cette source dans son intégralité. Cette source s'appelait Ultra. Et Ultra consistait en la lecture systématique de toutes les communications militaires chiffrées de la Wehrmacht, de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe. La machine utilisée par les Allemands pour chiffrer ces communications s'appelait Enigma. Le Troisième Reich était convaincu qu'elle était mathématiquement inviolable. Le nombre de configurations possibles dépassait les 150 trillions, et les ingénieurs allemands avaient estimé que déchiffrer un seul message sans connaître la configuration du jour prendrait plus de temps que l'existence de l'univers lui-même. Ce que les Allemands ignoraient, c'est que les mathématiciens polonais du Bureau Cyfrow
avait reconstruit les principes mécaniques d'Enigma en 1932 à partir de documents obtenus par un agent à Berlin. Lorsque l'invasion allemande rendit leur travail impossible en Pologne, les mathématiciens Marian Rejewski, Jerzy Rojicki et Henryk Zygalski transférèrent leurs avancées aux services français et britanniques lors d'une réunion dans la forêt de Pirie, le 22 juillet 1939, 6 semaines avant que la Wehrmacht ne franchisse la frontière polonaise. À Bletchley Park, un domaine victorien situé dans les collines du Buckinghamshire à 80 km de Londres, Alan Turing reprit cet héritage et l'amplifia. Il conçut la bombe, une machine électromécanique qui réduisait l'espace des configurations d'Enigma à des dimensions exploitables. À la fin de 1940, les décryptages arrivèrent régulièrement sur le bureau de Churchill. Ce que Ultra apportait n'était pas simplement de l'information. C'était une asymétrie de connaissances sans précédent dans l'histoire de la guerre moderne. Churchill pouvait lire les rapports de situation que les généraux allemands envoyaient à leurs supérieurs. Il pouvait lire les évaluations de la Luftwaffe sur ses propres pertes. Il pouvait lire les demandes de ravitaillement de l'Africa Korps. Et il pouvait vérifier si ce que ses propres généraux lui disaient correspondait à ce que les Allemands pensaient réellement qu'il se passait. À chaque réunion avec Roosevelt, à chaque affrontement avec Staline, à chaque décision sur la concentration des ressources, Churchill agissait avec une couche d'informations que l'autre côté de la table ne pouvait même pas imaginer qu'il possédait. Le problème était le prix à payer pour la maintenir. Chaque fois qu'Ultra fournissait une information pouvant être utilisée pour obtenir un avantage tactique, quelqu'un devait décider si l'exploiter valait le risque de révéler son existence. Des succès trop réguliers pouvaient alerter les Allemands sur le fait qu'Enigma avait été compromise. Et lorsque la décision était de ne pas utiliser l'information afin de protéger la source, le prix était réel et concret. C'étaient des hommes morts qui auraient pu survivre. Le cas de Coventry est le plus documenté et le plus débattu. Les décryptages avaient identifié l'opération à l'avance, mais ne permettaient pas de déterminer avec certitude si la cible était Coventry, Birmingham ou une autre ville industrielle. L'historien Frederick Winterbottom, qui travailla dans le système Ultra et publia ses mémoires en 1974, fut le premier à affirmer que Churchill savait que Coventry serait la cible et qu'il décida de ne pas agir pour protéger la source. Des recherches ultérieures ont nuancé cette version, suggérant que l'identification de Coventry comme cible précise n'était possible que quelques heures avant l'attaque. Churchill savait qu'une attaque majeure était imminente, que cette information provenait d'Ultra et que la décision de réponse fut prise en pleine conscience du dilemme. 568 personnes moururent cette nuit-là. Churchill visita la ville le lendemain. Aucune des personnes qui le virent parmi les décombres ne savait ce qu'il savait la nuit précédente. Le front où Ultra eut son impact le plus direct sur la survie de la Grande-Bretagne ne fut ni l'Afrique du Nord ni la planification du débarquement. Ce fut l'Atlantique. Churchill l'exprima avec une franchise que ses biographes citent moins souvent que ses discours parlementaires. Le seul problème qui m'a réellement empêché de dormir pendant toute la guerre fut la bataille de l'Atlantique. Le réseau de sous-marins allemands, les U-boots de l'amiral Karl Dönitz, menaçaient de couper les lignes de ravitaillement reliant la Grande-Bretagne à l'Amérique du Nord et au reste de l'Empire. Sans ces approvisionnements, l'économie de guerre britannique se serait arrêtée. Sans ces convois, le pré-bail n'était qu'un morceau de papier. Au pire moment de la bataille de l'Atlantique, à l'hiver 1942 à 1943, les U-boots coulaient des navires alliés à un rythme supérieur à la capacité de remplacement. En un seul mois de cet hiver, 97 navires alliés furent coulés dans l'Atlantique. La production de nouveaux navires dans les chantiers navals américains ne compensait pas les pertes. Les calculs du ministère des Transports de guerre montraient que si ce rythme se maintenait encore 6 mois, les réserves de carburant et de matières premières de la Grande-Bretagne tomberaient sous le seuil opérationnel. Ultra modifia cette équation. Les décryptages des communications de la marine allemande, qui utilisaient une version plus complexe d'Enigma avec un rotor supplémentaire, permettaient aux services de renseignement britanniques de connaître les positions et les routes des U-boots avec suffisamment d'avance pour rediriger les convois alliés. Pas toujours, et pas avec la précision d'une carte en temps réel,
mais avec une fréquence suffisante pour réduire les pertes de manière statistiquement significative. Le résultat fut que la bataille de l'Atlantique fut gagnée en partie dans une salle de Bletchley Park, et les marins qui survécurent dans ces convois ne savaient pas pourquoi leur route changeait soudainement, ni d'où venaient les instructions. Ultra eut son application la plus directement opérationnelle en Afrique du Nord. En 1942, lorsque l'Africa Korps du général Erwin Rommel menaçait de prendre le Caire et le canal de Suez, les décryptages fournissaient des informations sur les plans allemands avec une constance qui aurait dû produire des victoires alliées plus rapides que celles qui furent obtenues. La raison pour laquelle cela ne se produisit pas tient au général Claude Auchinleck, commandant allié en Afrique du Nord. Churchill releva Auchinleck en août 1942 et le remplaça par le général Harold Alexander comme commandant en chef et le général Bernard Montgomery comme commandant de la 8e armée. La décision fut impopulaire au sein du haut commandement. Plusieurs généraux estimèrent qu'Auchinleck était sacrifié pour des échecs qui n'étaient pas entièrement les siens. Churchill l'apprit parce que les décryptages d'Ultra lui montraient une différence entre ce qu'Auchinleck rapportait et ce que les Allemands pensaient qu'il se passait. Cette différence indiquait un problème de compréhension opérationnelle incompatible avec la phase qui s'annonçait. Montgomery remporta la bataille d'El Alamein en novembre 1942. Churchill la célébra par une phrase que l'histoire a conservée. Avant El Alamein, il n'y avait pas eu de victoire. Après El Alamein, il n'y eut plus de défaite. La planification de l'opération Overlord, le débarquement en Normandie, fut le projet le plus complexe que Churchill eut à gérer pendant toute la guerre. Et ce fut aussi le projet dans lequel les conflits avec ses propres chefs militaires atteignirent leur point culminant. Le général Alan Brooke, chef de l'état-major impérial, documenta dans ses journaux privés, publiés des décennies après sa mort, des affrontements avec Churchill qu'il décrivit comme les plus épuisants de toute sa carrière. Brooke était le filtre entre Churchill et les chefs d'état-major, l'homme dont la fonction consistait à traduire les impulsions stratégiques du Premier ministre en plans militaires exécutables et dont la fonction non déclarée était de protéger les généraux des idées de Churchill qu'il jugeait irréalisables. Les journaux de Brooke sont extraordinaires précisément par leur absence de déférence. Ils décrivent Churchill comme un homme doté d'une énergie et d'une vision réelle, mais d'un jugement tactique erratique, capable d'insister avec une énergie écrasante sur des opérations que les experts militaires jugeaient à déconseiller. À plusieurs reprises, durant la planification d'Overlord, Churchill fit pression pour inclure des objectifs secondaires ou modifier des calendriers que les chefs d'état-major avaient fixés après des analyses détaillées. Brooke résista à ces pressions avec une constance qui lui coûta sa relation personnelle avec Churchill pendant des mois. Ce que ces journaux montrent aussi, et que Brooke reconnut avec réticence dans ses propres pages, c'est que Churchill avait raison sur certains de ses élans, précisément parce qu'il disposait d'informations que Brooke n'avait pas. L'opération Fortitude, le plan conçu pour faire croire aux Allemands que le débarquement principal aurait lieu dans le Pas-de-Calais et non en Normandie, dépendait en son cœur d'un homme que presque aucune histoire officielle ne mentionne avec le poids qu'il mérite. Juan Pujol Garcia était un citoyen espagnol qui, en 1941, se présenta volontairement au service de renseignement britannique en proposant de devenir agent double. Les Britanniques le rejetèrent initialement. Pujol se tourna alors vers l'Abwehr, le renseignement militaire allemand, et convainquit les Allemands qu'il était un agent prêt à travailler pour le Reich depuis la Grande-Bretagne. Une fois accepté par les Allemands, il revint vers les Britanniques avec ses références allemandes, et cette fois, il fut intégré sous le nom de code Garbeau. Ce que Pujol construisit au cours des années suivantes fut un réseau d'agents fictifs qui n'avaient jamais existé, mais que les Allemands tenaient pour réels. Il envoyait à Berlin des rapports détaillés sur les mouvements de troupes, les installations et les plans alliés entièrement inventés ou volontairement déformés pour orienter les Allemands vers le Pas-de-Calais. La qualité de ces rapports était si convaincante que l'Abwehr lui décerna la Croix de Fer. Lorsque les Alliés débarquèrent en Normandie le 6 juin 1944, Pujol envoya à Berlin un message urgent affirmant que le débarquement en Normandie n'était qu'une manœuvre de diversion et que l'attaque principale n'avait pas encore commencé. Les Allemands le crurent.
Hitler retint 2 divisions de Panzer dans le Pas-de-Calais pendant des semaines critiques, en attendant un débarquement qui n'eut jamais lieu. À la fin de la guerre, les Britanniques lui décernèrent l'ordre de l'Empire britannique. Il fut le seul homme de l'histoire à recevoir des décorations militaires des 2 camps pour les mêmes services dans la même guerre. Churchill suivit l'avancement d'Overlord avec une intensité que ses assistants décrivaient comme épuisante à observer. Dans les jours précédant le débarquement, il envisagea sérieusement la possibilité de traverser la Manche en personne pour être présent lors des premières heures. Le roi George VI, lorsqu'il en fut informé, lui fit savoir que si Churchill y allait, il irait lui aussi. L'échange de lettres entre les 2 hommes à cette période, conservé dans les archives royales, est l'un des documents les plus humains de toute la guerre. Churchill céda à contre-cœur. La nuit du 5 juin 1944, alors que les premiers parachutistes étaient déjà au-dessus de la Normandie et que l'opération était lancée sans possibilité d'arrêt, Churchill se trouvait à Chequers. Clémentine, son épouse, décrivit des décennies plus tard ce qui se produisit cette nuit-là. Churchill resta silencieux pendant des heures, passant de son bureau à la salle des cartes, lisant les premiers rapports fragmentaires arrivant des avions de transport. À un moment de la nuit, il dit à Clémentine « Lorsque je me réveillerai demain matin, 20 000 hommes peuvent être morts. » Les estimations des pertes pour les premières 24 heures du débarquement, établies par l'état-major, oscillaient entre 10 000 et 20 000 morts. Churchill les avait lues, il les avait approuvées. Et il savait que chacun de ces hommes allait mourir en exécutant une opération qu'il avait construite pendant 4 ans. Quelle transmission la Grande-Bretagne détecta-t-elle en Antarctique en 1944 ? En juin 1943, tandis que Churchill coordonnait la planification de l'invasion de l'Italie et entretenait sa correspondance avec Roosevelt au sujet du calendrier du débarquement en France, un rapport du service de renseignement naval arriva sur son bureau. Il décrivait une situation à l'extrême sud de la planète qui ne correspondait à aucune catégorie opérationnelle existante. L'Argentine avait établi une présence permanente dans les îles Shetland du Sud. Le Chili avait fait de même sur l'île Deception quelques semaines plus tard. Ces 2 pays sud-américains, ayant des relations diplomatiques actives avec l'Allemagne, établissaient des positions sur un territoire que la Grande-Bretagne considérait comme sien et qui contrôlait l'accès au Cap Horn et au détroit de Magellan, la seule voie alternative au canal de Panama si celui-ci venait à être compromis. Et il y avait autre chose dans ce rapport que les analystes du renseignement naval avaient ajouté: des communications interceptées entre Hambourg et les îles Kerguelen dans l'océan Indien austral, mentionnant des préparatifs logistiques dans des latitudes extrêmes et un délai précis, pleine capacité opérationnelle avant l'hiver austral de 1944. Churchill convoqua une réunion d'urgence à l'Amirauté, le 8 juin 1943. Le premier lord de la mer, le chef du service de renseignement et des officiers spécialisés dans l'hémisphère sud étaient présents. Le diagnostic fut unanime, aucun moyen militaire n'était disponible pour une réponse ouverte dans l'extrême sud. Chaque escorte protégeait des convois dans l'Atlantique Nord ou les routes vers Mourmansk. Envoyer une force visible à l'autre extrémité du globe était opérationnellement impossible. Churchill ne chercha pas une opération militaire classique. Il chercha ce qu'il avait appris à rechercher depuis 1940, la dénégation plausible. Quelque chose qui puisse être présenté comme de la science en cas d'échec et justifié comme une recherche océanographique à faible coût, mais qui possède en même temps une réelle capacité de renseignement. Ce qui naquit de cette réunion reçut le nom d'opération Tabarin. Le choix du nom était volontaire. Tabarin renvoyait à un cabaret parisien associé aux identités changeantes et aux activités discrètes. La mission n'apparaîtrait ni dans les budgets publics ni dans les débats parlementaires. Le commandement fut confié à James Robert Marr, zoologiste marin de 38 ans, qui n'était pas un officier de carrière. À 18 ans, il avait participé à l'expédition Quest d'Ernest Shackleton et avait passé 2 hivers complets en Antarctique. Pour Marr, la survie dans la glace dépendait de décisions rapides, non de manuels. Churchill le choisit précisément pour cela. Il ne voulait pas d'un officier habitué aux ordres formels pour une mission qui ne pouvait en avoir. Marr sélectionna une équipe de 11 hommes, tous vétérans de l'exploration polaire. Aucun soldat professionnel. Le matériel attribué répondait à la même logique. 2 navires à apparence civile dissimulant des équipements de renseignement.
Le 14 novembre 1943, ils quittèrent les îles Malouines à destination officielle de Port-le-Croix, dans la péninsule antarctique. Le financement provenait de fonds classifiés du service de renseignement. Il n'existait aucune notification parlementaire. Le 26 janvier 1944, après 73 jours de navigation en silence radio, les navires atteignirent Port-le-Croix. Les premières mesures révélèrent une anomalie thermique. L'eau était plus chaude que prévu et la température augmentait avec la profondeur. En 2 semaines, ils installèrent la base avec des structures préfabriquées, un générateur diesel et un système radio conçu pour intercepter les transmissions sur des fréquences sous-marines. Le 9 février, le drapeau britannique fut hissé. 8 hommes restèrent sur la base. L'opérateur radio Thomas Berry commença une surveillance continue des fréquences sous-marines allemandes connues, 24 heures sur 24. Les récepteurs restèrent allumés en permanence. Toute impulsion d'origine intentionnelle était automatiquement enregistrée avec l'heure exacte, la durée précise en secondes et la fréquence en kilohertz. Pendant près de 2 mois, entre le 23 février et le 11 avril 1944, aucune activité anormale ne fut enregistrée. Le 12 avril, exactement à 3 heures du matin, le récepteur principal émit une impulsion que Berry identifia comme un signal délibéré d'origine humaine. Il vérifia le calibrage des équipements, écarta toute panne technique, ajusta la syntonisation et lança un enregistrement complet. Fréquence exacte, 62 kHz. Cette fréquence se situait dans la bande des très basses fréquences, des ondes capables de pénétrer l'eau de mer jusqu'à des profondeurs de 10 à 20 mètres, permettant à un sous-marin immergé de recevoir des messages sans faire surface. Durée totale, 3,8 secondes d'émission continue. Cette brièveté suggérait une transmission fortement compressée ou un signal de synchronisation destiné à établir un contact sans révéler un contenu étendu. La deuxième base britannique sur l'île Deception triangula simultanément. Les lignes se croisèrent dans une zone située à environ 350 km au sud de Port-le-Croix, aux coordonnées estimées de 68 degrés de latitude sud et 57 degrés de longitude ouest. Intérieur continental profond, région sans présence humaine documentée ni installation connue d'aucune nation. Le point d'intersection se trouvait dans une zone de glace continentale massive, avec une altitude moyenne supérieure à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des falaises de glace de plus de 100 mètres tombaient à pic vers une mer en permanence gelée. Aucun navire conventionnel ne pouvait s'approcher sans risque extrême d'être piégé. Aucun avion disponible en 1944 ne pouvait se poser dans des conditions polaires extrêmes sur une surface non préparée. Pourtant, quelqu'un émettait des signaux radioélectriques délibérés depuis cet emplacement considéré comme inaccessible. Berry procéda à l'analyse technique. Il ne détecta aucune modulation de la voix humaine. Les impulsions individuelles étaient d'une régularité excessive, avec des intervalles mathématiquement précis, excluant une origine manuelle via manipulation du morse conventionnel. Il s'agissait d'un code automatique généré par un dispositif mécanique de transmission. Le comptage exact, 32 impulsions individuelles réparties sur 3,8 secondes d'émission totale. Cette cadence était parfaitement compatible avec la vitesse opérationnelle d'un équipement de chiffrement mécanique allemand de type Enigma, adapté à une transmission radioélectrique automatisée. Si ce schéma technique correspondait effectivement à un équipement d'origine allemande, opérant sur le territoire antarctique, alors il existait nécessairement une infrastructure de soutien considérable. Une alimentation électrique stable via des générateurs ou des batteries de forte capacité, un personnel opérateur formé aux procédures de chiffrement et de transmission, et une capacité de maintenance technique pour un équipement électromécanique complexe dans un environnement polaire extrême. Il s'agissait d'un point opérationnel doté d'une infrastructure permanente. L'analyse technique complète fut envoyée à l'Amirauté par message chiffré. La réponse mit 11 jours à parvenir depuis Londres. Lorsqu'elle arriva, le message fut d'une froideur extraordinaire. Continuer la surveillance sans interruption. Enregistrer absolument toutes les transmissions détectées. Ne tenter aucune investigation physique de l'origine en aucune circonstance. Ne transmettre aucun contenu détaillé de l'analyse technique par radio ouverte, ni en utilisant des systèmes de chiffrement standard considérés comme sûrs. Cet ordre possède la même architecture que Coventry.
Churchill savait, en novembre 1940, qu'une attaque était imminente et n'avait pas agi pour protéger Ultra. En avril 1944, il savait que quelqu'un émettait en code Enigma depuis l'intérieur du continent antarctique et il ordonna de ne pas enquêter, afin de protéger le fait que cette transmission avait été détectée. Dans les deux cas, la logique était identique. Si les Allemands apprenaient que leur communication avait été localisée, ils modifieraient leur protocole. Et s'ils modifiaient leur protocole, l'avantage disparaissait. Le coût de cette logique à Coventry fut de 568 morts. Le coût en Antarctique fut de ne pas savoir ce qui se passait dans un lieu où, selon toutes les cartes officielles, rien ne devait se produire. Au cours des 5 mois suivants, entre avril et septembre 1944, les deux bases britanniques enregistrèrent 19 signaux radioélectriques supplémentaires, tous provenant de la même région géographique approximative selon triangulation répétée, tous sur des fréquences connues de communication sous-marine allemande. Berry classa chronologiquement tous les enregistrements et réalisa une analyse statistique élémentaire. Le résultat fut sans équivoque. Les transmissions avaient lieu principalement entre 2 et 4 heures du matin, ou alternativement entre 2 et 4 heures de l'après-midi. Jamais durant toute la nuit. Jamais de manière continue sur une journée entière. Ce schéma horaire ne correspondait pas au comportement opérationnel d'un sous-marin en navigation. Il correspondait au comportement d'une installation terrestre fixe fonctionnant selon des fenêtres de transmission programmées à l'avance, capable de se permettre des émissions plus longues, car elle n'avait pas à craindre de contre-attaque immédiate et qui ventilait ses générateurs uniquement lorsque les conditions météorologiques offraient une couverture naturelle. Berry croisa les enregistrements de transmission avec les données météorologiques conservées et confirma une corrélation statistique significative. Les transmissions avaient tendance à coïncider avec des conditions documentées de faible visibilité atmosphérique dans la zone géographique estimée d'origine. Le 23 juin 1944, en plein hiver antarctique, alors que les températures à Port-Locroix étaient descendues à 35 degrés sous zéro et que l'obscurité était presque continue, Berry enregistra la transmission la plus longue détectée jusqu'alors. 9 minutes et 32 secondes d'émission continue. Si chaque lettre de l'alphabet était codée par une séquence de 5 impulsions selon le système de chiffrement allemand standard connu. Cela équivalait à un message d'environ 915 lettres. Le volume suggérait un contenu à forte valeur opérationnelle. Ordre détaillé, rapport de situation, liste logistique, information de planification. Berry activa l'enregistrement complet sur bande magnétique, vérifia la qualité du signal et le conserva dans un conteneur scellé. La bande fut envoyée lors du navire de ravitaillement suivant directement au renseignement naval à Londres, où elle fut traitée puis transmise à Bletchley Park pour analyse cryptographique spécialisée. Berry ne reçut jamais d'informations sur le contenu déchiffré. Bletchley Park ne partageait pas les résultats avec les bases opérationnelles sur le terrain, en raison d'une compartimentation stricte. En novembre 1944, les transmissions que Tabarin avait enregistrées 1 à 2 fois par semaine pendant 7 mois changèrent de rythme. Elles commencèrent à se produire quotidiennement, parfois 2 transmissions par jour avec des durées allant jusqu'à 20 minutes. Le volume du trafic radioélectrique avait été multiplié par 5 en moins de 2 semaines. Le 19 novembre, le commandant chilien de la base Arturo Prat sur l'île Decepción, avec lequel Marr avait établi un accord tacite d'échange d'informations sur l'activité sous-marine non identifiée, envoya un message urgent à la base B. Sous-marin aperçu, 10 km au sud-est, en surface pendant 4 minutes, type non identifié. 2 jours plus tard, le 21 novembre, la base chilienne aperçut un second sous-marin dans la même zone. Cette fois, ils parvinrent à l'identification. Profil compatible avec un U-boot type 7C allemand. La question que soulevait cette identification en novembre 1944 était opérationnellement perturbante. Le débarquement de Normandie avait eu lieu en juin. Les Alliés étaient en Belgique. Les Soviétiques avaient libéré la Pologne. Berlin serait encerclé en quelques mois. La Kriegsmarine perdait 5 sous-marins par semaine. Pourquoi l'Allemagne gaspillerait-elle un U-boot pour l'envoyer en Antarctique à ce moment-là ? Le 26 novembre, Port-Locroix détecta une transmission différente. Berry identifia la langue allemande et enregistra l'intégralité du contenu. Position confirmée.
Cargaison transférée. Retour au port de base sous 48 heures. La réponse de l'amirauté, lorsqu'elle arriva en janvier 1945, confirma l'analyse. Accent compatible avec un équipage de U-boot de la Baltique, contenu suggérant une opération de chargement ou de transfert de personnel, et l'ordre de poursuivre la surveillance avec la plus haute priorité. En février 1945, les transmissions s'arrêtèrent brutalement pendant 3 semaines complètes. Le 22 février, Berry détecta une transmission qui dura 13 minutes continues, soit environ 6500 caractères d'information. La bande fut envoyée à Londres. Le déchiffrement partiel réalisé par Bletchley Park, dont la réponse arriva 3 mois plus tard, en mai 1945, indiquait ce qui suit. Ordre d'évacuation du personnel d'une installation antarctique non spécifiée. Destination, port sud-américain, date limite, mai 1945. Priorité absolue donnée à la destruction des documents classifiés et à la préservation de l'équipement de haute valeur. Churchill se trouvait à Yalta lorsque cette transmission fut émise. Il négociait avec Roosevelt et Staline le destin de l'Europe pendant qu'à l'extrême sud de la planète, une installation allemande de nature inconnue exécutait un protocole d'évacuation. Le renseignement naval reçut le décryptage et le traita. Aucun document n'établit que Churchill en fut personnellement informé à ce moment-là. Ce qui existe, en revanche, c'est le registre de ce qui se produisit ensuite. Le 9 mai 1945, un jour après la reddition officielle allemande, Port Locroix enregistra une brève transmission provenant de l'Atlantique Sud. Berry nota la date avec précision. La reddition était entrée en vigueur à 23h01 le 8 mai. La transmission de Port Locroix fut enregistrée à 2h du matin. Moins de 3 heures après la fin officielle des hostilités, quelqu'un continuait à émettre depuis les eaux de l'hémisphère sud en utilisant des fréquences et des équipements allemands. La guerre était terminée. Les transmissions, elles, ne l'étaient pas. Ce qui suivit, le débarquement en Normandie, la libération de la France, la traversée du Rhin et l'effondrement final du Reich, se déroula selon la logique implacable de la supériorité matérielle alliée que Churchill avait patiemment construite pendant 4 ans. Mais entre Normandie et la fin de la guerre, il y a une salle dans un palais de Crimée où Churchill s'assit face à 2 hommes dont les armées étaient déployées sur le territoire qui allait être négocié. Et dans cette salle, avec l'usure de 5 années de guerre visible dans chacun de ses gestes, il signa des choses qu'il savait ne pas pouvoir être tenues, parce que c'était la seule chose qu'il pouvait faire. La conférence s'appelait Yalta, et ce qui s'y déroula, y compris ce que Roosevelt lui cacha, ce que Staline promit et ce que Churchill accepta, constitue le dernier chapitre de l'histoire de cet homme. Le prix de la victoire. En février 1945, alors que les armées alliées refermaient l'étau sur l'Allemagne et que l'armée rouge avançait depuis l'Est à une vitesse rendant imminent l'effondrement du Reich, les 3 dirigeants se réunirent au palais de Livadia à Yalta. Churchill arriva en sachant qu'il était le plus faible des 3. Roosevelt commandait l'économie la plus puissante du monde et une armée représentant la contribution décisive sur le front occidental. Staline contrôlait une armée qui avait détruit l'essentiel de la Wehrmacht et occupait physiquement la majeure partie du territoire qui allait être négocié. Churchill arriva avec un empire que 5 années de guerre avaient financièrement épuisé, avec une dette envers les États-Unis qui mettrait des décennies à être remboursée, et avec la certitude qu'il ne pouvait pas exprimer à voix haute que la Grande-Bretagne n'était déjà plus une puissance de premier rang. Ce que Churchill ignorait précisément pendant la conférence, c'est que Roosevelt menait des discussions bilatérales avec Staline sans l'en informer. Les archives américaines déclassifiées dans les années 90 révélèrent l'ampleur de ces échanges. Roosevelt offrit à Staline des concessions en Extrême-Orient dont Churchill n'avait pas connaissance. Des droits sur les ports de Mandchourie, les îles Kouril, le sud de l'île de Sakhaline et des prérogatives sur le chemin de fer de Mandchourie. Le prix était l'entrée de l'Union soviétique dans la guerre contre le Japon 90 jours après la défaite allemande. Roosevelt calcula que cette entrée soviétique sauverait des vies américaines lors de l'invasion du Japon alors en préparation. Ce qu'il ne calcula pas, ou ce qu'il calcula et accepta, fut que ces concessions consolidèrent la présence soviétique en Asie d'une manière qui conditionnerait la politique régionale pendant des décennies. Churchill ne prit pleinement connaissance de ces concessions qu'après la conférence, lorsque les documents américains commencèrent à circuler.
Sa réaction en privé, documentée par Lord Moran, fut celle d'un homme comprenant que son principal allié avait pris des décisions affectant l'équilibre mondial sans juger nécessaire de le consulter. Ce que Churchill tenta à Yalta fut de construire des barrières diplomatiques là où la barrière militaire n'était plus possible. La déclaration sur l'Europe libérée, que les trois dirigeants signèrent, établissait que tous les pays libérés de la domination nazie auraient le droit d'établir, par des élections libres, des gouvernements représentant la volonté de leur peuple. Le problème était que celui qui allait superviser ces élections en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie était l'armée rouge, déjà déployée dans ces pays. Les notes des assistants de Churchill à Yalta, publiées dans les années 90, révèlent que le Premier ministre nourrissait de profonds doutes sur la valeur réelle des garanties soviétiques, mais qu'il estimait qu'obtenir un engagement formel, même d'application incertaine, valait mieux que ne rien obtenir. La négociation sur la Pologne fut la plus longue et la plus épuisante de la conférence. La Grande-Bretagne était entrée en guerre en septembre 1939, précisément pour défendre la souveraineté polonaise. Les pilotes polonais avaient combattu lors de la bataille d'Angleterre. Les soldats polonais avaient combattu en Italie. Les agents de la résistance polonaise avaient été essentiels pour le renseignement allié pendant 5 ans. Abandonner la Pologne dans la sphère soviétique revenait à trahir les hommes qui avaient été combattus sous le drapeau britannique. Churchill insista pour que le gouvernement provisoire de Varsovie, installé par les soviétiques, soit élargi afin d'inclure des représentants du gouvernement polonais en exil à Londres. Staline accepta la formulation diplomatique. En pratique, les représentants de l'exil qui revinrent en Pologne dans les mois suivants furent arrêtés, soumis à des procès politiques ou éliminés. Lorsque les premières nouvelles de ces arrestations parvinrent à Londres, Churchill envoya à Staline un télégramme dont les archives décrivent le ton comme le plus dur de toute leur correspondance de guerre. Il y soulignait explicitement que ce qui se produisait en Pologne contredisait chacun des engagements signés à Yalta, et que la Grande-Bretagne ne pouvait l'ignorer sans perdre toute crédibilité auprès des alliés mineurs qui avaient fait confiance aux garanties alliées. Staline répondit par des évitements, affirmant que les personnes arrêtées étaient des agents du gouvernement polonais en exil ayant agi contre les autorités soviétiques. L'échange se prolongea pendant des semaines sans résultat. La Pologne resta dans l'orbite soviétique. Les hommes qui avaient piloté lors de la bataille d'Angleterre sous drapeau polonais revinrent dans un pays qui n'était plus celui qu'ils avaient quitté et qui ne les reconnaissait plus comme les alliés qu'ils avaient été. Churchill revint de Yalta marqué par l'usure de 5 années de guerre visible dans chaque photographie de cette période. Lord Moran nota dans ses journaux privés que le Premier ministre avait visiblement vieilli durant la conférence, qu'il dormait mal et qu'au moins une conversation privée révéla des doutes quant à savoir si les décisions prises à Yalta auraient été différentes avec plus de temps ou plus d'énergie. Ces doutes n'apparurent dans aucun communiqué officiel. Le médecin les consigna et les archives les conservent. Le 8 mai 1945, l'Allemagne signa la capitulation sans condition. Churchill s'adressa à la nation depuis le balcon du ministère de la Santé à Whitehall, devant une foule de 100 000 personnes. Sur les photographies de ce jour, il apparaît avec son chapeau melon, son costume sombre et son cigare, faisant le signe en V qui était devenu le symbole de la résistance. La foule lui rendait le geste. 2 mois plus tard, ce même homme perdrait le pouvoir d'une manière que aucune de ces 100 000 personnes n'aurait pu prévoir à ce moment-là. Pendant la campagne électorale de juin 1945, Clémentine Churchill écrivit à son mari une lettre personnelle que les archives conservent et que ses biographes citent moins souvent qu'elle ne le mérite. Elle l'avertissait que le ton de ses discours de campagne nuisait à son image auprès des lecteurs qui l'admiraient comme chef de guerre, mais ne le reconnaissaient pas comme l'homme qu'il souhaitait pour gouverner en temps de paix. Elle lui signalait en particulier un discours dans lequel Churchill avait comparé le Parti travailliste à la Gestapo, suggérant qu'un gouvernement socialiste aurait besoin d'une police politique pour imposer ses politiques. La comparaison était politiquement suicidaire, et plusieurs conseillers en avaient conscience. Churchill ignora l'avertissement de Clémentine. Le discours sur la Gestapo fut diffusé à la radio et reçu par l'électorat exactement comme Clémentine l'avait prévu, comme la déclaration d'un homme qui ne comprenait pas la différence entre ses ennemis de guerre et ses adversaires politiques intérieurs.
Les élections générales de juillet 1945 furent les premières en Grande-Bretagne depuis 10 ans. Le Parti travailliste, sous la direction de Clement Attlee, présenta un programme incluant la création du système national de santé, la nationalisation d'industries clés et la construction d'un État-providence. Les sondages internes de l'équipe conservatrice montraient que les soldats revenant du front ne voulaient pas du monde d'avant-guerre, le chômage massif des années 30, le système de santé chaotique, ni le logement précaire. Churchill représentait la victoire sur Hitler. Attlee représentait ce qui viendrait après elle. Le résultat fut annoncé le 26 juillet. Le Parti travailliste obtint 393 sièges. Les conservateurs, 213. Sa fille Mary, qui se trouvait avec lui à Downing Street ce soir-là, décrivit la scène des décennies plus tard avec une phrase qui en saisit l'ampleur. Elle ne l'avait jamais vue ainsi, pas même dans les pires moments de la guerre. Churchill démissionna le lendemain. Attlee se rendit à Potsdam pour poursuivre les négociations avec Truman et Staline. Churchill ne fut pas invité à signer le traité qui devait clore formellement la guerre qui avait défini sa vie. L'homme qui avait sauvé la Grande-Bretagne en 1940 fut exclu de l'acte officiel de clôture de cette même guerre. En mars 1946, invité par le président Truman à prononcer un discours à l'université de Westminster à Fulton, dans le Missouri, Churchill prépara l'intervention qui allait définir l'architecture politique de l'après-guerre. Avant de la prononcer, Truman relut le texte et lui demanda d'en adoucir plusieurs passages qu'il jugeait trop provocateurs à l'égard de l'Union soviétique. Churchill refusa. Le discours fut prononcé sans modification. De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. Le discours fut attaqué par la presse américaine de gauche, par le gouvernement travailliste britannique et par Staline, qui le décrivit comme une déclaration de guerre. Truman prit publiquement ses distances. 2 ans plus tard, lorsque la politique étrangère américaine avait adopté exactement la doctrine de containment esquissée par Churchill à Fulton, plus personne ne se souvenait avoir condamné le discours. Churchill revint au pouvoir en octobre 1951 lorsque le Parti conservateur remporta les élections avec une faible majorité. Il avait 76 ans. Son état de santé était plus fragile qu'il ne le laissait paraître. Lord Moran consigna dans ses journaux que Churchill subit un accident vasculaire cérébral grave en juin 1953, qui le laissa partiellement paralysé pendant plusieurs semaines. Le cabinet fut informé que le Premier ministre souffrait d'épuisement. Le mot apoplexie n'apparut dans aucun communiqué officiel. Durant les semaines suivantes, la Grande-Bretagne fut gouvernée par un homme incapable de marcher sans assistance et qui, lors de plusieurs réunions du cabinet, perdit le fil des discussions. Ses ministres les plus proches, dont le secrétaire du cabinet Norman Brooke, prirent en son nom des décisions qui n'avaient pas été explicitement autorisées. Lorsque Churchill se rétablit suffisamment pour reprendre la présidence du cabinet, les ministres ayant géré son incapacité conservèrent un accord tacite pour ne pas révéler ce qui s'était passé. Le Parlement, la presse et le public ignorèrent pendant des décennies que le pays avait fonctionné sans véritable gouvernement effectif durant cette période. Churchill souffrit d'un second épisode cérébrovasculaire mineur en 1954. Lord Moran lui conseilla de se retirer. Churchill résista pendant des mois, affirmant qu'il pouvait continuer. En avril 1955, il démissionna finalement, cédant le poste à Anthony Eden. La scène de sa dernière sortie de Downing Street est documentée par plusieurs témoins. Churchill s'arrêta à la porte, se retourna vers l'intérieur du bâtiment qu'il avait habité durant la guerre la plus destructrice de l'histoire, puis monta dans la voiture sans dire un mot. Churchill mourut le 24 janvier 1965, 91 ans après sa naissance. Les funérailles d'État furent les plus élaborées que la Grande-Bretagne ait organisées depuis celles de Wellington en 1852. Des représentants de 111 pays étaient présents. Le cercueil fut transporté sur la Tamise à bord d'une barge. Les grues du port de Londres, opérées par des dockers qui n'avaient reçu aucune instruction en ce sens et qui l'avaient fait de leur propre initiative, abaissèrent leurs bras lorsque le cortège passa. Si ce documentaire vous a semblé intéressant, je vous invite à vous abonner afin de rester informé des meilleures histoires de la Seconde Guerre mondiale.